Salut à tous, bienvenue dans les déraillés, heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau podcast. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, on a laissé un peu passer le début d'année. On a pas mal de choses à déblayer, mais on va surtout se concentrer sur l'Estrade Bianche qui arrive ce week-end. Donc première grosse classique de l'année, même si Kuurne-Bressel-Kuurne est passé, le Omloop avec Mathieu Van Der Poel est passé. Là, c'est le retour du Big Boss Tadej Pogacar avec aussi Paul Sexas qui s'essaye à cette classique avec un gros plateau accompagné de Isaac Del Toro, Tom Pidcock et j'en passe. On parlera rapidement aussi de Mathieu Van Der Poel et son retour fracassant, ainsi que un tout petit preview sur le Paris-Nice et sur le Tirreno Adriatico. Et bien sûr, on parlera dans un autre épisode de Milan-San Remo. Mais pour l'instant, on va plutôt parler des Stradini Bianche. Comment ça va, Clément? Ça va. Très content de parler des Strade Bianche, qui est l'une de mes courses préférées dans la saison. Pour moi, oui, c'est clairement l'une des plus belles classiques et du coup, assez content d'en parler avec le retour de Pogacar, le suspense de que va pouvoir faire Paul Sexas sur cette course. Du coup, je suis assez intéressé, même si j'ai quand même de gros doutes sur qui sera le vainqueur de cette course. Ouais, ouais, bah effectivement, on a un beau plateau cette année. On en a parlé rapidement en off avant. On a Tadej Pogacar, effectivement, qui arrive étant le dernier double vainqueur d'Estrade Bianche. C'est un de ses terrains favoris. On sait qu'il aime l'Italie. On sait aussi que il vient pour gagner. Et récemment, on a vu que voilà, dans la Cipressa, il vient d'aller chercher le com. Dans le Poggio, même chose. Il a encore amélioré son temps. Donc il arrive en forme. Il avance aussi un peu caché dans cet objectif, encore une fois, de Milan-San Remo. Maintenant, il y a peu de doute sur le fait qu'il va peser fortement sur la course. Moi, j'aimerais savoir un peu ce que tu en penses de cette équipe UAE qui amène aussi Zach Del Toro. Alors j'ai entendu beaucoup de monde dire que cette équipe était peut-être un peu moins forte que l'année dernière. Je suis pas Avec la d'accord perte de parce Tim que Wellens. oui, c'est ça, mais bon, il y a Del Toro, Yann Christen, Florian Vermeersch, bon, qui est quand même peut-être un peu moins, mais c'est quand même du très fort, du très costaud. C'est vrai que le seul doute que j'ai qui peut dire que cette équipe est peut-être moins armée que l'année dernière, c'est que peut-être que Del Toro et Christen sont peut-être des coéquipiers un peu moins dévoués que ce que pouvait l'être Narvaez ou Tim Wellens. Mais sinon, pour moi, cette équipe est juste monstrueuse. Le seul concurrent que je vois réellement battre Pogacar sur ces Strade Bianche, il est dans cette équipe UAE. Donc ça promet quand même quelque chose d'assez fort de la part de cette équipe. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On sait que Isaac Del Toro n'a pas peur des chemins blancs. Il l'a montré sur le dernier Tour d'Italie. Il l'a montré lors de l'étape qui arrivait à Sienne et aussi sur le col de Finestre avec une partie gravier. Je pense qu'il aime bien ce genre de terrain, lui qui pratique aussi le VTT. Donc, euh, effectivement, dans une autre équipe, c'est le deuxième archi-favori de l'épreuve. Là, on sait que cette année, il va faire énormément d'apprentissage auprès de Tadej Pogacar, puisque l'UAE veut le lancer pour la suite. On sait qu'il va participer au Tour de France, on sait qu'il va participer à Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège très probablement. Il va avoir ses cartes à jouer et on veut justement aussi peut-être permettre à Tadej Pogacar d'avoir d'autres stratégies pour encore marquer cette année. Il y a de grandes chances qu'il fasse le Tour d'Espagne et peut-être que il se concentrera aussi sur les championnats du monde. Donc je pense que il va jouer sa carte, il va peser sur la course, mais au moment peut-être facteur X, il devrait à mon avis s'effacer ou en tout cas aider Tadej Pogacar dans une moindre mesure, peut-être même pour contrôler ce qui se passe derrière si c'est une chevauchée à long terme. On verra d'ailleurs aussi peut-être ce que Paul Sexas peut faire sur cette course qu'il va découvrir aussi. Paul Sexas qui est quand même à deux victoires depuis le début de la saison, une deuxième place au général en Algarve qui a marqué les esprits et surtout son raid solitaire sur la classique Ardèche qui a aussi montré que bah alors moi j'entends tu sais les fameux termes c'est Tadej Pogacaresque j'ai du mal avec ce terme-là parce que ce que fait Tadej Pogacar, personne ne le faisait avant, donc on a l'impression que enfin, j'ai l'impression que tu sais, il y a deux choses. Paul Sexas doit être capable de faire du Tadej Pogacar alors qu'il a que 19 ans, bientôt 20.
Et en même temps, dès qu'on voit quelque chose d'assez exceptionnel, ah bah ça y est, c'est l'engouement, c'est le futur Tadej Pogacar. Alors que pour l'instant, à part avoir gagné deux courses qui ne sont pas, pour rappel, classifiées World Tour, euh, et enfin, loin de critiquer le bonhomme, hein, mais pour moi, tant qu'il n'a pas gagné en World Tour et quelque chose de majeur, pour moi, pour l'instant, il faut qu'il fasse son apprentissage et il faut pas le mettre sur forcément un podium sur ces Strade Bianche. Euh, alors, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que quand les gens le qualifient de Pogacar, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, hein, notamment ses victoires en Algarve. Pogacar avait gagné la même étape. Hmm, Cette victoire sur la Classique Ardèche, classique pareil, Ardèche. Pogacar sur les Europes, la même montée. Et un petit peu dans le même esprit qu'on peut voir Pogacar ces derniers temps, c'est-à-dire partir de loin avec un numéro un peu en solo. Et derrière, on a beau s'entendre, on a beau rouler, s'attaquer, ça revient jamais. Après, oui, je suis d'accord que il faut attendre et que moi, je ne suis pas persuadé qu'on aura un Paul Sexas sur le podium de ces Strade Bianche. Je pense qu'il peut le faire, qu'il en a le potentiel, ça c'est sûr. Est-ce qu'il en a le niveau? Je pense que s'il est en forme, oui. Mais je pense qu'il y a quand même d'autres personnes. Donc déjà, à mon avis, on verra Del Toro et Pogacar à coup sûr sur ce podium. Donc il reste qu'une place. Et je suis désolé, hein, mais il y a des Moric, il y a des Tom Pidcock. Il y a quand même pas mal de coureurs qui sont intéressants. Il y a un Pellizzari. Donc pour moi, il y a du monde qu'il faudra battre si Paul Sexas va être sur le podium. Et je ne suis pas assuré de ça. Après, est-ce que ce sera forcément une désillusion si il n'est pas sur le podium? Peut-être de la part du grand public ou de certains fans. Mais je pense que non, ça fera dans tous les cas partie de l'apprentissage. Je pense qu'il fera une belle place, pas forcément sur le podium, mais qu'il ne faut pas être forcément déçu si un coureur de seulement 19 ans est encore irrégulier dans ses performances. Ouais, et puis je pense, tu vois, euh, moi, je le vois effectivement pas non plus sur le podium. Je pense que les places du podium vont être trustées peut-être par deux UAE. Effectivement, Tom Peacock a quand même montré que c'était aussi un de ses terrains de prédilection. Il l'a déjà gagné, il a fait deuxième l'an passé. Ça a été le seul capable de suivre temporairement Tadej Pogacar. Effectivement, il y a Matej Mohoric, il y en a d'autres. Euh, on ne connaît pas encore tout à fait réellement, en tout cas sur ce genre de course, ses capacités aussi techniques, même si on sait que c'est un garçon qui est très à l'aise sur le vélo. On l'a vu dans les descentes d'ailleurs de la Classique Ardèche. Euh, Néanmoins, la Classique Ardèche, même si tu avais des Matteo Jorgensen, etc., on sait très bien que les Matteo Jorgensen, notamment, ont des objectifs plus loin dans la saison, donc se préparent autrement, ce qui est peut-être pas tout à fait le cas pour Paul Sexas, et encore une fois, enfin, loin de moi l'envie de minimiser le rôle qu'il peut avoir à jouer lors de cette course-là. Et à la limite, autant qu'il fasse effectivement figure d'attaquant, qu'il essaie de suivre, et qu'il se plante complètement, qu'il fasse neuvième, on va pas lui en tenir rigueur, en tout cas en tant que connaisseur. Maintenant, effectivement, si demain il est sur le podium, enfin si demain, si ce week-end il est sur le podium, ouais, je serais surpris hein, quand même, parce que pour moi, même s'il y a 2 ans ou 2 ou 3 ans de plus avec Isaac Del Toro, c'est pas le même monstre, hein, c'est pas le même gabarit, c'est pas les mêmes conditions physiques. On sait que Isaac Del Toro, physiquement, c'est une anomalie, un peu comme Pogacar, un peu comme Remco Evenepoel dans un moindre domaine. Paul Sexas, pour l'instant, on sait que c'est un futur grand champion, mais on n'entend pas non plus comme quoi c'est, tu sais, une anomalie physique. Et donc on attend de voir effectivement si réellement ça en est une, tu vois. Ouais. Ouais, et puis Donc, anomalie, enfin on sait que certaines personnes certains hommes finissent leur croissance jusque 21 ans. Donc il y a un monde hum, où Paul Sexas n'est même pas encore complètement développé physiquement. Donc hum. oui, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément lui demander d'être là à chaque course top performance. Alors peut-être qu'il nous fera mentir. Je pense qu'il fera quand même une très bonne course, hein. C'est juste ce que j'ai dit, le Ah oui, oui, podium, oui. il y a quand même de sacrés coureurs. Mais je pense que le top 10, à mon avis, il y sera. Et puis s'il peut faire mieux, oui, pourquoi pas.
T'as par contre la dinguerie, tu sais, s'ils sont à 3 à s'isoler avec, je sais pas, Pidcock, Del Toro, Pogacar et Sexas, alors là, je te le dis, enfin, tous les Français vont se lever de la chaise, hein. On va tous être là jusque dans les 5 derniers kilomètres à se dire, oh putain, la star, même s'il fait quatrième au pied du podium au sprint, on va tous se dire, mais what, quoi. Donc, mais je m'attends pas non plus, tu vois, à ce qu'il puisse suivre, même si je pense qu'il est largement au niveau, effectivement, pour être dans un deuxième, troisième groupe. Je le vois pas être capable, je me trompe peut-être complètement, hein, mais je le vois pas être capable même de suivre dans un raid solitaire ou en tout cas de battre à la pédale un Isaac Del Toro. Tom Pidcock, peut-être pourquoi pas, parce que Tom Pidcock, des fois, il a des performances en dents de scie, même s'il est très bon généralement sur le début de saison et surtout sur celui-ci. Mais tu vois, imaginons, je sais pas, il arrive malheur à Tadej Pogacar, je touche du bois, hein, parce que je veux qu'il gagne Milan-San Remo, Ouais. mais imagine, il arrive malheur, c'est Isaac Del Toro qui fait la course. Je le vois pas être capable de le lâcher ou de le battre. Enfin, c'est pas la même, c'est pas le même jus, c'est pas le même punch. Au sprint, il n'y a pas photo, je pense. En termes de technique, Isaac doit être légèrement devant ou en tout cas égal. Peut-être qu'en effort long, c'est que ça, c'est peut-être légèrement meilleur. Et même là, je suis pas forcément sûr. Donc oui, moi je le mets pas dans le top 3 demain sur l'Estradé. Maintenant, effectivement, ça va être un super apprentissage. Mais par contre, ce scénario dont tu parles, où il s'échapperait éventuellement à 4, j'y crois pas du tout. Pour moi, le seul moment potentiel où, oui, tu as raison, ils peuvent se retrouver ensemble devant, c'est si Pogacar, il lui arrivait malheur, il a chuté ou quoi que ce soit. Je pense que Hum, si ça part à 4, Pogacar partira seul. En fait, pour moi, Pogacar, c'est soit il partira seul, soit il partira avec Del Toro, soit Del Toro partira et personne ne voudra emmener Pogacar dans la roue. Quoi qu'il arrive, Pogacar hum, sera à hum. l'avant, soit tout seul, soit avec Del Toro, mais il n'emmènera pas Pidcock et Sexas avec lui. Il partira seul. Ah bah c'est clair. Ouais, je suis d'accord. Et puis de toute façon, même il les emmenait, enfin, Peacock est assez rapide, mais enfin, pour moi, surtout sur ce genre de d'arrivée, sur la dernière montée, il y a personne qui peut le battre actuellement sur ce genre d'arrivée. Donc Del Toro peut-être dans 1 ou 2 ans ou même pas, mais je le vois pas être capable, enfin, je le vois pas craquer face aux trois autres. Dans tous les cas, c'est nos attentes sur l'Estrade Bianche. Effectivement, c'est une des plus belles courses de la saison. C'est typique, c'est en Toscane, c'est en Italie, on mange bien, ça arrive à Sienne. On a dans Je vais un juste, autre domaine, hein, je vais juste rajouter un petit mot sur Oui, l'Estradé. dis-moi. Alors, bon, Vas-y. malheureusement, alors peut-être qu'il fera une belle course, mais Julien Lafilippe a dit qu'il ne fallait pas trop compter sur lui. Donc, je pense que lui-même est assez au courant de la forme qu'il a actuellement et qu'il sait que il ne pourra pas faire de très grande course. Mais j'espère une belle course de Wout van Aert. Alors, pareil, je pense pas qu'il fera le podium, surtout avec les monstres C'est vrai. qu'il y a actuellement. Mais une belle course de Van Aert, ça me ferait très plaisir. Et du coup, j'espère qu'il fera une belle étape. Ouais, et puis alors bah, d'ailleurs, ça me fait un super triple pont avec ce que je voulais nous emmener. On va repartir en Belgique, du côté de Wout van Aert, effectivement, avec le Omloop. Ça me fait un pont aussi avec encore une fois la malchance de la part de Van Aert qui pesait sur la course et qui malheureusement. Alors c'est à Omloop ou c'est à Kuurne? C'est à Kuurne, Non, pardon, il me non, semble. c'est C'est sur à le Samin, Kuurne? il me semble. Ah, Sur le c'est sur le Samin. Samin, exact, c'est sur le Samin où il crève alors qu'il pèse sur la course. De l'autre côté, effectivement, à l'Umloot, bah, on a eu le retour de Mathieu Van Der Poel qui fait une dinguerie d'ailleurs sur la chute du coureur de Tudor où tu sais pas, enfin ça m'a fait penser, tu sais, à Sagan, je crois que c'était en 2017 où il passe au-dessus de Cancellara, enfin c'est un truc de fou. Et puis après, il fait la course devant, et puis il se redétache. Enfin, il n'y a personne, voilà, encore. Tu vois, c'est comme Tadej sur ce genre de course, Strade Bianche, Milan-San Remo, Tour des Flandres, quand c'est vraiment dur. Il y en a qu'un qui peut le battre, et là, il court en Belgique. C'est dommage d'ailleurs de ne pas le voir, Strade Bianche. Je pense que maintenant qu'il l'a gagné une fois, il sait que Ah, c'est devenu peut-être qui sait un terrain que juste. privilégié, effectivement, de coureurs de classiques très vallonnés, donc du coup très durs, où il faut avoir des capacités de résistance importantes que les grimpeurs notamment ont, ou en tout cas les bons grimpeurs ont. euh, Ce qui n'est pas forcément le cas maintenant de Mathieu Van Der Poel. En tout cas, le format qu'a pris les Stade Banquier en termes de stratégie ne correspond peut-être plus tout à fait à ce que Mathieu Van Der Poel fait.
Mais effectivement, c'est là où tu vois la dominance qu'il a eu à l'Omloop. Ça va être le même cirque cette année à Milan-San Remo, hein, entre les deux. Ouais, je pense que on a dit qu'on parlerait mieux en soirée mot plus tard, donc on va pas faire de grande partie là-dessus. Hum. Mais oui, alors déjà, oui, les Strade Bianche peut-être un petit peu trop dur pour des Van Der Poel ou pour des Van Aert, qui aujourd'hui il y a tellement de grimpeurs exceptionnels qui vont sur cette Hum, course hum, que ça grimpe trop vite finalement pour eux. hum, Euh, et pour Milan-San Remo, on en parlera plus tard sur un autre épisode, sinon hum, on va s'étaler. hum. Non, mais en tout cas, très belle performance de Van Der Poel. J'ai l'impression que Van Aert a bien récupéré de son début de saison chaotique, notamment avec sa chute. J'espère comme toi qu'il pèsera. Alors, à la limite, s'il pèse pas sur l'Estrade Bianche, qu'il fait juste action et que ça lui sert d'entraînement, tant mieux. Moi, je veux le voir gagner Paris-Roubaix. Je veux le voir gagner le Tour des Flandres si c'est possible. Même si Paris-Roubaix, ce serait génial parce que pour moi, il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, il y a 2 ans, quand il détache Van Der Poel dans le Il y a carrefour de 3 ans, l'arbre, il me si, semble. c'est ça, 3 ans, ouais. Quand il détache Van Der Poel dans le carrefour de l'arbre et qu'il y a 5-6 secondes, s'il crève pas, en connaissant les performances de chrono de Van Aert, Van Der Poel revient jamais, hein. Cette année-là, Van Aert la gagne à 100%. Et c'est un peu tout ce qui rend ce coureur assez attachant, en fait. C'est un gars qui a beaucoup donné pour la Visma, pour les autres, qui a pas forcément été tout le temps d'ailleurs soutenu, même s'il a signé un contrat à vie, donc l'air de rien, c'est le soutien qu'il a pu obtenir. Mais je trouve quand même que depuis bah, effectivement 2 ans, il subit la malchance. Et s'il pouvait gagner une ou deux classiques encore majeurs, donc un monument ou deux avant la fin de sa carrière, qui j'espère pas tout de suite, j'espère qu'on aura encore 50 Wout van Aert devant nous, voire 6. On sait que Fabien Cancellara et Bonen gagnent encore des World Tours et notamment des monuments assez tard dans leur carrière. J'espère que Van Aert sera comme ça. Mais effectivement, en termes de génération, il arrive sur une génération derrière lui qui est enfin, effectivement pétrie de talent, comme tu disais, notamment par exemple sur des Strade Bianche. Donc j'espère qu'il va pas laisser passer sa chance et en tout cas ça promet un printemps sympa. Donc ça effectivement c'était pour la partie très courte sur la Belgique. On va parler rapidement donc peut-être de Paris-Nice, Tirreno Adriatico. Paris-Nice qui commence d'ailleurs directement par une étape assez tonitruante et tortueuse. On sait que des têtes d'affiche majeures y seront. Je te laisse peut-être nous faire une introduction, Clément, sur le Paris-Nice. Ouais, alors je pense qu'on aura un beau Paris-Nice, peut-être l'un des plus beaux de ces dernières années, en tout cas en termes de parcours, et aussi en termes de spectacle et de suspense, parce que je vais faire un petit tour des leaders. On a Juan Ayuso, on a David Godu, alors même si voilà, on sait jamais quel David Godu on aura, quand il est en forme, ça peut être Allez, un très bon David. coureur. Joao Almeida, Lenny Martinez, Kevin Vauquelin. Oscar Only, Carlos Rodriguez, parce que très belle équipe de la part de la Ineos. On a. Petite, attends, je te coupe. Je regarde un peu tout le monde. Et on a- Petite effectivement aparté. On n'a pas parlé de français, mais c'est juste pour pointer quand même du doigt. Kevin Vauquelin qui a fait un bon tour d'Algarve et qui monte gentiment en puissance, qui passe gentiment sous les radars. J'espère vraiment que la Flèche Wallonne, s'il n'y a pas Tadej qui veut vraiment se montrer, j'espère qu'il va gagner une belle classique ce printemps-là parce qu'il le mérite. Qui va peser sur ce Paris-Nice et qui va gagner une étape parce que c'est vraiment un garçon en or. Donc j'espère qu'il va passer un palier cette année avec Ineos. Et Lenny Martinez. On était beaucoup à critiquer Lenny Martinez l'année dernière. Ce début de saison, quand même s'il n'a pas gagné, il pèse sur les courses. Voilà, c'est tout. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais pointer ça du doigt quand même. Ouais, je vais pas rebondir parce que j'ai très envie de rebondir sur Martinez, mais sinon on va encore s'étaler encore une fois. Mais du coup, surtout, le grand favori quand même de ce Paris-Nice, c'est Jonas Vingegaard. Je pense que, étant donné que on sait que Jonas Vingegaard est quand même tout le temps à son pic de forme en juillet, que le reste de la saison, même s'il est très fort, il est en général, il est un peu moins. Du coup, il y aura peut-être un petit suspense avec Ayuso et Almeida, mais c'est quand même lui le grand favori. Et je pense qu'il y aura une belle bataille sur ce très beau Paris-Nice où il y aura finalement qu'une seule étape plate, sinon c'est assez accidenté pendant toutes les étapes.
Tout à fait. Je pense que le Ayuso, il a les dents longues cette année. Je le attendais pas, tu sais, à ce niveau tout de suite dans une nouvelle équipe. Alors effectivement, c'est sûr, il m'a pas non plus impressionné, tu vois, de manière monstrueuse, même si il gagne une étape en Tour d'Algarve, il fait un chrono très 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 solide derrière Filippo Ganna. Il fait deuxième derrière Sexas, mais parce que Sexas c'est très très malin dans le final. Mais il est pas loin de le border sur la ligne. Donc je m'attendais pas, tu sais, à ce qu'il soit claquant comme ça dès le début de saison. Mais ça me fait plaisir. Je pense que l'Espagne manquait d'un grand champion déjà depuis quelques années. RIP la carrière d'Alberto Contador. Mais effectivement, je pense que ça c'est super. Joao Almeida qui monte en puissance aussi. Attention à Joao Almeida parce que c'est un coureur très malin. Jonas Vingegaard, j'adore le coureur, j'adore un peu moins le personnage, mais ça va. Le seul truc effectivement que j'aurais tendance à lui reprocher, sur ce genre de course d'une semaine, on a l'impression qu'il les court comme 3 semaines du tour et qu'il prend pas forcément les devants de la course. Et des fois, ça lui porte un peu préjudice. Maintenant, mon avis personnel est que aujourd'hui, dans le cyclisme actuel, notamment sur les grands tours, on a besoin d'un Jonas Vingegaard. On a terriblement besoin de Jonas Vingegaard, pas parce qu'on s'ennuie de la domination de Tadej Pogacar, parce que quand on est fan de vélo, on est fan des performances exceptionnelles et c'est que le grand public qui voit autrement la chose. Mais je trouve que c'est un coureur quand même qui est très attachant, qui quand il gagne une course, il est exceptionnel et je veux le voir à son top niveau. Ça fait 1 an et demi que personnellement, moi, le Jonas Vingegaard qu'on connaît et qu'on sait qu'on peut avoir me manque. C'est vrai que. Alors, est-ce qu'on va le retrouver sur ce Paris-Nice? Je pense que pas encore. Peut-être qu'on le retrouvera certainement plus sur le Giro, à ce niveau exceptionnel qu'il nous a montré, ou quand il gagne en 2023, 2024, c'est ça? Ou 2022-2023? Mhm, mhm. Toujours un peu de mal avec les dates. Euh, à ce- 2022-2023. ok. Quand je le vois gagner de cette manière, à ce moment-là, je me dis, il est loin devant Pogacar sur comment gagner un grand tour. Là, aujourd'hui, l'histoire nous montre peut-être le contraire, ou peut-être juste que Vingegaard, à cause de ses chutes et de un peu de malchance, ça a fait qu'il n'a pas gagné. Mais Jonas Vingegaard, au top de sa forme, je le trouve exceptionnel. En haute montagne, alors il n'y en aura pas forcément sur Paris-Nice, mais en haute montagne, c'est peut-être le meilleur coureur du monde quand il est en forme. Donc bien sûr qu'on a envie de le voir revenir à son top niveau. Et j'espère qu'il sera déjà en très grande forme dès ce Paris-Nice. Et t'as raison, il faut pas qu'il le court vraiment comme un grand tour, parce que forcément c'est beaucoup plus court, il y a moins d'altitude, c'est plus punchy, du coup ça va peut-être plus correspondre à des Martinez ou des Ayuso, qui si tu ne les lâches pas sur toutes les montées, ils peuvent aller te taper le sprint Te et gratter te le prendre des sprint. bonifs. Mm. Donc voilà, ça, je pense que tactiquement, Jonas Vingegaard devra l'aborder vraiment comme une course d'une semaine, t'as raison, parce que c'est une course d'une semaine et pas un grand tour. Et puis mais forcément, son objectif c'est de se préparer pour le Giro, et puis on verra comment il arrivera sur le Tour de France, mais cette année il veut gagner le Giro, je pense qu'il va le faire. Et du coup, bon, il va se préparer sur ce Paris-Nice. Ouais, en plus, il va pouvoir se mesurer un peu à Joao Almeida avant justement le Giro sur lequel le Portugais sera aligné. Maintenant, effectivement, comme tu dis, on attend mieux de lui que ce qui a été récemment. Et je pense que le cyclisme manque de Jonas Vingegaard. Du côté de Tirreno Adriatico, je te propose, je te propose aussi de faire l'introduction. Ouais, donc en termes de parcours, c'est étonnamment un parcours qui m'attire un peu moins que celui du Paris-Nice, alors qu'habituellement je suis plus attiré par celui de Tirreno. Hmm, Euh, hmm. Par contre, en termes de plateau aussi, de qui sera là sur cette course, alors il y a Isaac Del Toro, que je vois quand même en grand favori de ce Tirreno Adriatico. Il y aura du Bernal, mais je le vois pas aller concurrencer
Jimena Rensman, pareil, je le vois pas trop. Giulio Pellizzari peut-être, même si je pense que c'est encore un peu trop frais pour lui, il n'est pas encore à ce niveau-là. Euh, donc oui, je vois un Tirreno quand même On bien avait Richard dominé. Carapaz aussi. Ah oui, Richard Carapaz. Voilà, je le cherchais. C'était celui qui éventuellement va faire la concurrence, un peu un remake de ce Giro 2025. Cette bataille entre les deux hommes. Mais oui, c'est vrai qu'à part Carapaz, et encore, je ne suis pas sûr de l'état de forme de Carapaz, qui va pouvoir concurrencer Del Toro. Ouais, ouais, après, effectivement, donc du coup, ça reste d'être une course peut-être un peu plus monotone, même si je trouve que ça reste une très très belle course déjà visuellement. C'est une course qui souvent apporte son lot de surprises. T'as toujours des fois un vainqueur à un sommet où tu te dis, ok, c'est pas lui que je voyais, et puis au final, t'as le leader, le leader important de la course qui arrive genre 4-5 secondes derrière, mais l'autre a résisté, tu sais, je trouve. C'est quelque chose qui est très typique à Tirreno Adriatico chaque année. Mais effectivement, peut-être un peu moins de suspense, mais je suivrai quand même attentivement ce qui se passe parce que Isaac Del Toro, ça devait être une de ses seules chances complètement sans être lié à Tadej Pogacar de cette année. Et s'il veut gagner pour encore plus s'imposer dans le top 5 des coureurs mondiaux, ou en tout cas y rentrer, il faut qu'il gagne cette course. Enfin, il n'y a pas de sujet, il faut qu'il gagne cette course. Et puis après, il faut qu'il arrive à Milan-San Remo avec l'esprit libre de se dire, ok, bon bah mon année, elle est déjà partiellement réussie. Partiellement réussie. Maintenant, le but, c'est de faire péter tout le monde dans la Cipressa, d'accompagner Pogacar le plus loin possible et de lui permettre de gagner. Donc voilà, donc effectivement, deux belles courses. Je te propose qu'on wrap up cet épisode maintenant, à part si tu as encore peut-être un mot de la fin. Un petit mot toujours sur Tirreno Adriatico. Du coup, on va pas parler des coureurs pour le général. Mais donc, il y aura sur cette course Jonathan Milan qui sera là, qui sera le grand favori pour les sprints. Mais il y aura aussi le français Paul Magnier. Et donc on voit moi je trouve qu'il était déjà exceptionnel, il a déjà battu au sprint de très grands coureurs, mais Ah, pour ceux qui critiquent, qui disent qu'il n'a jamais affronté le Grinta mondial, là il va affronter le meilleur sprinter du monde. Alors est-ce qu'il va le battre? Je suis pas sûr, je vois Milan quand même plus fort sur les sprints, tu mais m'entends, j'ai Clément? hâte de voir ce duel, c'est peut-être ce qui m'attire le plus au final. Oui, entièrement d'accord avec toi, Clément. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des sprinters. Paul Magnier qui commence bien la saison, Jonathan Milan aussi. Un peu le même genre de profil, un peu différent, mais quand même même genre de profil dans la manière de sprinter, dans la manière d'aborder les sprints. Donc effectivement, belle chose à suivre. En tout cas, voilà, on a un mois de mars qui va être hyper intéressant, hyper intense. On vous remercie de nous suivre encore et de nous apporter du support et du soutien. On va essayer de vous donner un peu de grain à moudre sur les prochaines semaines. Et surtout, on a hâte que la saison des classiques réels commence avec Strade Bianche et surtout Milan-San Remo dans, donc du coup, à peu près une semaine et demie. Voilà.